Je lance. Je remercie l'AFEF de m'avoir invité pour cette présentation pour vous parler des anomalies glycémiques et lipidiques chez les patients NAFLD, qui sont quand même des patients particulièrement pour lesquels cette question est particulièrement fréquente, je pense. Alors, je n'ai pas le lien d'intérêt. Et donc, j'illustrerai les propos par un cas clinique. Malheureusement, il n'y aura pas d'interactivité parce qu'il manque un module, mais vous allez pouvoir quand même réfléchir et si vous voulez vous exprimer. Donc, c'est un patient, un homme de 58 ans qui vous est adressé en hépato pour la mise en évidence d'un score FIB4 qui est anormal. C'est un monsieur qui est hypertendu, traité. Il pèse 92 kg, ce qui lui fait un IMC à 31, il est donc obèse, et un tour de taille à 97 cm. Ce patient est commercial, il se déplace beaucoup en voiture, fait peu d'activité physique, mange souvent au restaurant, mais consomme peu d'alcool. Il vous dit 1 à 2 verres par week-end. Vous réalisez l'élastométrie au FibroScan qui montre un résultat à 11,9 kPa. Et la première question qu'on peut se poser chez ce patient, c'est qu'est-ce que vous feriez comme examen de dépistage des anomalies glycémiques chez lui ? Parmi les propositions suivantes, je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez évident pour vous. Est-ce qu'on fait une glycémie à jeun, une fructosamine, une hyperglycémie provoquée orale, une hémoglobine glyquée, ou est-ce que chez lui, il n'y a pas nécessité de dépister le diabète? Donc encore une fois, je suis désolée, vous ne pouvez pas participer. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ce qui est recommandé actuellement, c'est la glycémie veineuse à jeun. Je vais y revenir tout de suite après. Alors, c'est recommandé de dépister le diabète chez ce patient-là, puisque vous le savez, la NAFLD est un facteur de risque de diabète, et d'après les études observationnelles, on estime à peu près ce risque à plus de 2 fois par rapport à la population générale. Et dans la cohorte française Constance, on voyait que la NAFLD était estimée à 18% dans la population générale, mais que ce chiffre explosait chez les patients diabétiques, puisqu'il montait à plus de 62%. Et plus la NAFLD est sévère, et plus le risque de diabète augmente, et le risque relatif augmente également à plus de 3 fois. Et c'est ce qu'on voyait également dans la cohorte toujours française Constance, avec, vous voyez, la proportion de patients diabétiques parmi les patients atteints de stéatose qui était à peu près de l'ordre de 13%. En revanche, quand on prenait que les patients qui avaient de la fibrose hépatique, le nombre de patients diabétiques était très important. Presque un patient sur 2 était diabétique parmi ceux qui avaient de la fibrose hépatique. Donc je reviens sur le dépistage par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre. C'est comme ça qu'on définit le diabète en France. Il y a d'autres moyens de le faire, mais qui ne sont pas recommandés par l'HAS, notamment l'usage de l'hémoglobine glyquée, qui est validé, mais pas encore recommandé en France, même si on l'utilise, nous, assez largement. Donc chez ce patient, la glycémie à jeun est revenue à 1,19 g par litre. Et puis on lui avait quand même fait une hémoglobine glyquée qui est à 6,2%. Et je vous demandais ce que vous pensiez de ces résultats, si vous estimez que la glycémie était normale ou s'il présente un diabète, a priori non. Est-ce que vous lui proposez d'emblée des règles gynédiététiques, d'emblée un traitement antidiabétique, ou est-ce que vous préférez l'adresser d'emblée aux spécialistes diabétologues à ce stade-là? Et donc, ce patient-là, on lui proposerait des règles gynédiététiques parce que sa glycémie à jeun n'est pas normale. On parle d'hyperglycémie modérée à jeun, c'est le stade de prédiabète. Il y a un continuum dans la glycémie, on ne devient pas diabétique brutalement à 1,26 g, mais on estime que déjà à partir d'1,10 g, le patient est prédiabétique, et là clairement il y a un risque qui est majeur de devenir diabétique dans les années qui viennent, dans les 5 années qui suivent. Et donc c'est des patients chez qui il est encore temps de prévenir l'arrivée du diabète, ce n'est pas complètement inéluctable. Et je vous montre cette étude qui est un peu ancienne, mais qui montre bien que les règles gynédiététiques fonctionnent chez ces patients-là pour prévenir le diabète. C'était des patients prédiabétiques chez lesquels soit on n'est pas intervenu, c'est le groupe en bleu, soit on a donné un traitement par metformine au stade prédiabète, soit on n'a pas donné de traitement médicamenteux, mais par contre on a mis un coaching pour modifier l'hygiène de vie. Et ce qu'ils ont montré après 4 ans, c'est que c'est clairement le groupe qui a eu coaching sur l'hygiène de vie qui est devenu le moins diabétique, avec un nombre qui est significativement plus faible que dans le groupe qui est traité par médicament. Donc vraiment, les règles gynédiététiques ont un intérêt chez ces patients prédiabétiques pour leur éviter la survenue du diabète dans les années qui suivent. Alors le lien entre diabète et NAFLD, je n'ai pas beaucoup de temps d'en parler aujourd'hui, mais le point commun, bien sûr, c'est l'insulinorésistance.
Et cette insulinorésistance, elle est médiée en partie par la dysfonction adipocytaire, c'est-à-dire que quand vous dépassez vos capacités de stockage de graisse, que vous avez trop d'apports caloriques et que cette capacité à stocker les calories est dépassée, l'adipocyte va devenir dysfonctionnel et l'afflux de gras va être transféré vers les autres organes, dont le foie, et le stockage de lipides au niveau hépatique, mais aussi l'insulinorésistance, la glucotoxicité qui se met en place et donc la survenue d'un diabète de type 2. Alors cette interaction, elle est bidirectionnelle, donc on a les patients diabétiques qui développent une NAFLD et puis les patients qui ont une NAFLD qui développent un diabète, et pour le moment, on pense que c'est dans les deux sens, il n'y a pas une séquence précise dans ce cas-là. Si je reviens à notre patient, vous le revoyez 1 an plus tard en consultation des pathologies. Alors, il est devenu diabétique, il est toujours obèse avec un IMC à 32 et maintenant il est traité par metformine, 1000 mg 2 fois par jour. Et je vous rappelle qu'il est en plus hypertendu. Vous contrôlez son élastométrie qui est stable et voici le bilan métabolique qu'il vous montre au moment de la consultation. Une hémoglobine glyquée qui est à 7,9%, une fonction rénale qui est normale, et puis un bilan lipidique qui est le suivant, LDL cholestérol à 1,42 g par litre, HDL cholestérol 0,38 g par litre, et des triglycérides à 1,70 g par litre. Et je vous demande ce que vous pensez de ce bilan lipidique. Est-ce que vous traiteriez ce patient ou est-ce que vous laisseriez en l'état le bilan lipidique ? Alors, les données sur les événements cardiovasculaires chez les patients NAFLD, il y a beaucoup d'études observationnelles qui montrent que la NAFLD serait associée à une augmentation du risque cardiovasculaire de façon indépendante des autres facteurs de risque. La plupart des études observationnelles vont dans ce sens-là. Pareil pour le registre suédois qui est assez important et qui montre aussi une augmentation du risque, qui augmente aussi avec la sévérité de la NAFLD. Les patients qui ont de la fibrose ont plus d'événements cardiovasculaires dans ces séries-là. Un petit contraste avec l'étude américaine, l'étude qui avait été publiée dans New England en 2021, réalisée un peu différemment, puisque là on était dans une étude prospective de patients suivis par des hépatologues avec biopsie. Plus de 1700 patients étaient inclus, avec une bonne représentativité du patient NAFLD, diabétique, hypertendu, et un suivi prospectif à 4 ans. Alors, ces schémas-là, je pense que vous les connaissez bien. Il y a une augmentation de la mortalité toute cause chez les patients fibrotiques avancés. En revanche, quand ils se sont intéressés aux événements cardiovasculaires, ça ne ressortait pas en termes de significativité. Les patients les plus sévères en termes de fibrose n'avaient pas plus d'événements cardiovasculaires. Donc, sans doute pas le même type d'études que les études observationnelles précédentes, avec des méthodes diagnostiques différentes de NAFLD, mais qui posent question. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation vraiment dédiée précise pour les patients NAFLD en termes de dépistage et de cible de LDL cholestérol. Ce que recommandent les experts, c'est de faire un bilan lipidique tous les ans chez ces patients atteints de NAFLD et d'évaluer leur risque cardiovasculaire pour déterminer leur cible de LDL et donc se décider à traiter ou non. Et pour déterminer cette cible, on utilise les outils proposés par la Société européenne de cardiologie. Donc soit scorer le risque avec des applications qui prennent en compte plusieurs facteurs et qui nous donnent un chiffre. Donc vous le voyez, le score inférieur à 1% tout en haut, ça augmente avec le risque. Et dans le cas des patients diabétiques, c'est une spécificité qui n'entre pas dans ces scores, dans ce calcul du score. Ils sont à part parce qu'ils sont plus à risque que la population générale. Et d'emblée, ce qu'on voit, c'est que dès qu'un patient est diabétique, sa cible LDL cholestérol est au moins inférieure à 1 g par litre. Et s'il a un autre facteur de risque associé, on est déjà en dessous de 0,70 g par litre. Et puis en prévention secondaire, ou dans les cas les plus à risque, on est à 0,55 g par litre. Donc chez notre patient, qui a un diabète de type 2 et qui est hypertendu, on est déjà à une cible à 0,70 g par litre. Une fois la cible définie, on traite. Ce qui est recommandé, c'est de traiter avec des statines pour obtenir la cible avec la dose maximale tolérée. On a beaucoup de plaintes des patients sur les tolérances aux statines et donc c'est beaucoup de discussions avec eux pour expliquer l'intérêt de la molécule et puis parler de ces éventuelles intolérances. Si l'objectif n'est pas atteint, en deuxième intention, on rajoute de l'ézetimibe.
Et si malgré ces traitements-là, l'objectif n'est pas atteint, on se pose la question des anticorps anti-PCSK9, mais là, les indications de remboursement sont assez limitées aujourd'hui et sont réservées aux patients en prévention secondaire, ceux qui ont déjà fait des événements cardiaques ou artériels, ou alors les patients qui ont des maladies génétiques d'hypercholestérolémie. À noter que plusieurs études observationnelles ont montré que les patients traités par statine avaient été associés à un risque moindre de cancer hépatique, comme vous le voyez sur cette étude-là, qui a été faite sur un grand nombre de patients atteints de NAFLD, et où la prise de statine était significativement associée à une diminution du risque de cancer du foie, et ça a été retrouvé dans d'autres études aussi observationnelles. Ce sont des études observationnelles. Je reviens à mon patient. Concernant son diabète, je vous rappelle, il a une hémoglobine glyquée à 7,9% sous metformine. Est-ce que c'est un objectif qui est satisfaisant et dans ces cas-là, on ne change pas le traitement? Ou est-ce qu'on n'est pas à l'objectif, mais il vaut mieux attendre un petit peu avant de modifier le traitement? Le patient n'est pas à l'objectif et vous introduisez un traitement, alors soit par sulfamide hypoglycémiant, soit par analogue du récepteur du GLP-1, ou alors d'emblée par insuline lente. Alors, moi, je vais vous donner cette proposition-là et je vais tenter de vous la justifier. Tout d'abord, l'objectif chez notre patient, s'il y avait un chiffre à retenir pour l'objectif d'hémoglobine glyquée chez la population des diabétiques en général, c'est 7%. Inférieur ou égal à 7%, c'est vraiment la cible la plus commune. Et puis, quand le patient est compliqué, avec d'autres comorbidités sévères ou d'autres éléments qui empêchent la prise en charge optimale, on augmente le seuil et on est inférieur à 8%. Donc chez notre patient qui n'a pas des complications très sévères à ce stade-là, on est sur la cible inférieure ou égale à 7% et on doit l'atteindre. Et on n'attend pas la prochaine consultation, on doit intensifier le traitement d'emblée. Parmi les choix des traitements, on est guidé maintenant, notre société savante, la SFD, s'est prononcée en 2021 sur les molécules pour le traitement des patients diabétiques de type 2 et dans le cas de la situation commune des patients diabétiques. En première intention, on a toujours la metformine. Et puis si la metformine ne suffit pas, vous voyez, j'ai 3 vignettes de couleurs. Donc on a 3 choix de molécules, inhibiteur DPP4, inhibiteur AGLT2 ou analogue du récepteur du GLP-1, qui sont notés ou. Donc finalement au choix. On va voir un peu les subtilités. Puis en tout petit, là, c'est le sulfamide hypoglycémiant. Ils ne l'ont pas complètement retiré du choix des traitements, mais il a une place qui est beaucoup plus secondaire qu'auparavant. La metformine, c'est le traitement du patient diabétique de type 2 par excellence. Il reste en première intention chez tous les patients diabétiques de type 2. Son mode d'action, c'est de jouer sur la sensibilité à l'insuline. Il augmente la sensibilité à l'insuline. Et on l'administre par voie orale avec comme avantage qu'il ne fait pas prendre de poids au patient, qu'il ne provoque pas d'hypoglycémie et que maintenant, étant donné l'ancienneté de la molécule, ça coûte presque plus rien, c'est 3 € par mois pour le traitement par metformine. En revanche, les intolérances sont assez fréquentes et surtout au niveau digestif. Et là, il faut à nous de bien expliquer aux patients comment prendre la molécule, notamment ne pas la prendre à jeun, mais plutôt après un repas. Et puis les très rares cas d'acidose lactique, quand la molécule est donnée dans ces indications, elle est vraiment extrêmement rare et il n'y a pas tellement d'inquiétude à ce sujet-là. Concernant la NAFLD, pas de bénéfice montré de la metformine sur la NAFLD, tant sur la stéatose que sur la NASH ou la fibrose. Les autres molécules, je vous parle des incrétines. Les incrétines sont des hormones, comme le GLP-1, qui sont sécrétées par l'intestin lorsque le bol alimentaire passe dans le tube digestif et qui vont venir potentialiser l'effet du glucose sur la sécrétion d'insuline. Alors, il y a différentes molécules en lien avec cette voie-là. La première dont je vous parle, ce sont les inhibiteurs DPP4. DPP4, c'est le peptide qui inhibe le GLP-1 actif en GLP-1 inactif. Et ça se fait en quelques minutes. Dès qu'on sécrète du GLP-1, au bout de quelques minutes, une grosse partie du GLP-1 est inactivée par ce DPP4. Et donc l'idée, c'était de venir inhiber cet inhibiteur pour augmenter la biodisponibilité du GLP-1 actif. Donc les molécules, ce sont les suivantes. Les gliptines, vous les avez sans doute vues passer. Elles sont très faciles à utiliser parce qu'elles n'ont quasiment aucun effet secondaire.
Elles ne donnent pas d'hypoglycémie, elles sont bien tolérées, elles ne font pas prendre de poids, mais l'inconvénient, c'est que qui dit molécules très bien tolérées, c'est que molécules pas très efficaces. Pas très efficaces sur l'hémoglobine glyquée, on a une toute petite baisse d'hémoglobine glyquée attendue, et puis pas de bénéfice au plan cardiovasculaire. Et pareil, pour la NAFLD, ce sont des molécules qui n'ont pas montré de bénéfice ni sur la stéatose, ni sur la fibrose. Donc voilà, une molécule qui fait un peu baisser la glycémie, mais rien d'autre. L'autre stratégie, c'est d'utiliser des analogues de synthèse, des analogues du récepteur du GLP-1, cette fois-ci avec des doses supraphysiologiques, ce qu'on injecte sous forme injectable. Ce qu'on injecte aux patients, ce sont des doses supraphysiologiques de GLP-1, différentes formes possibles, quotidiennes, avec le liraglutide, ou hebdomadaires, avec le dulaglutide et le sémaglutide. Et cette fois-ci, une baisse d'hémoglobine glyquée vraiment beaucoup plus significative, de l'ordre de 1,5% d'hémoglobine glyquée. Une perte de poids associée en lien avec les mécanismes d'action du traitement. Toujours pas d'hypoglycémie. Et puis, l'analogue du GLP-1 a montré maintenant clairement un bénéfice au niveau cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Là, les inconvénients, on revient un petit peu dans les intolérances digestives et notamment les nausées chez ces patients-là. Le fait que ce soit injectable, finalement, quand on discute avec les patients, c'est rarement un frein, c'est quelque chose qui ne les dérange pas tant que ça, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas de l'insuline et ils l'acceptent beaucoup plus facilement. Et puis le coût, ça coûte plus cher que la metformine. Là, on est plutôt aux alentours de 80 € par mois contre les 3 € de la metformine. Et puis pour la NASH, les analogues du récepteur du GLP-1 commencent à montrer des effets. Avec le sémaglutide, que nous, en diabéto, on donne une fois par semaine, il a été testé chez les patients atteints de NAFLD une fois par jour, en injection une fois par jour. Et après 72 semaines de traitement, ils ont pu montrer qu'avec la plus grosse dose de sémaglutide, on avait une amélioration de la NASH, de l'inflammation chez les patients atteints de NAFLD. En revanche, pas d'amélioration significative de la fibrose par rapport au placebo. Et ça, c'était des essais de phase 2. Et donc, les essais de phase 3 sont en cours et on attend les résultats. Dernière molécule dont je souhaite vous parler, ce sont les inhibiteurs de SGLT2. SGLT2 est un transporteur au niveau rénal qui réabsorbe le sucre au niveau urinaire. Et donc, en inhibant ce transporteur, l'idée, c'est de faire uriner l'excès de sucre au patient et ainsi pouvoir dépléter une partie du pool de glucose. Et ça marche plutôt pas mal, avec une amélioration de l'hémoglobine glyquée, alors beaucoup plus modeste qu'avec les analogues du récepteur du GLP-1, mais qui est là. Toujours pas d'hypoglycémie avec ces molécules, donc on est assez tranquille. Une perte de poids qui est aussi existante, qui est plus faible que pour les analogues, mais qui est là en partie liée à ce sucre qui est uriné. Et puis, au niveau cardiovasculaire et rénal, vraiment une protection liée à ces molécules-là qui est indépendante de leur effet sur la glycémie, à tel point que ce sont maintenant des molécules qui ont l'indication dans les insuffisances cardiaques et puis bientôt dans l'insuffisance rénale. L'inconvénient, c'est surtout chez les femmes un risque de mycose au niveau génital à cause de cette glycosurie, de cette présence de sucre dans les urines, qu'on essaye de prévenir avec les règles classiques de prévention des mycoses et qu'on traite si elles arrivent. Et puis quelques cas d'acidocétose qui ont été montrés en lien avec le mécanisme d'action de cette molécule et qui fait que c'est une molécule qui n'est pas indiquée, par exemple, pour les patients diabétiques de type 1 à cause de ce risque de cétose. Pour ce qui est de la NAFLD, les résultats sont assez préliminaires et les données qu'on a aujourd'hui, c'est principalement sur la stéatose avec l'imagerie. La plupart des études qui ont été faites montrent une diminution de la stéatose en lien avec cette molécule, une diminution des transaminases. Et les études en histologie sont attendues pour pouvoir évaluer l'efficacité de ce traitement. Donc finalement, comment choisir parmi toutes ces molécules pour notre patient? Parmi ces 3 molécules plutôt pour notre patient, on se base sur les différents critères qui nous intéressent. Les 3 ne provoquent pas d'hypoglycémie, de ce côté-là on est assez tranquille. Et ensuite on va viser finalement, est-ce qu'on veut une grande efficacité sur l'hémoglobine glyquée ou sur le poids aussi? Est-ce qu'on veut un avantage au niveau cardiovasculaire? Est-ce que notre patient est à risque cardiovasculaire? Un effet hépatique avec les molécules qui commencent à montrer des données? Est-ce qu'on met plutôt en avant la tolérance? Ça c'est plutôt le cas pour les sujets âgés. Et puis le mode d'administration entre la forme orale ou injectable. Et chez notre patient, finalement, la molécule qui semble la plus adaptée aujourd'hui serait l'analogue du récepteur du GLP-1 pour toutes ces causes-là.
Et d'ailleurs, notre société savante a écrit en petit, en particulier pour les patients obèses, IMC supérieur à 30, plutôt favoriser ces molécules-là parmi inhibiteurs SGLT2 et analogues du récepteur du GLP1. Alors, quelques années plus tard, vous le revoyez, cette fois-ci, la maladie hépatique a franchement évolué. Il est devenu cirrhotique, il a perdu beaucoup de poids là, sur les 6 derniers mois. Voilà les données de son bilan. Et sur le plan du diabète, il est traité toujours par metformine et sémaglutide, donc analogue du récepteur du GLP1, avec, vous le voyez, une hémoglobine glyquée qui est très élevée à 9,5%. Et donc, je vous demandais à ce stade-là ce que vous proposiez comme modification du traitement ou pas. Est-ce que la metformine peut être poursuivie à ce stade de la cirrhose? Est-ce qu'on peut poursuivre l'analogue du récepteur du GLP1? Est-ce qu'il est encore temps d'introduire un inhibiteur SGLT2 ou introduire une insulinothérapie? Et est-ce qu'il faut l'envoyer aux spécialistes en diabéto? Donc là, oui, je pense qu'il est temps de l'envoyer voir le diabétologue. Et en termes de molécules, chez ce patient-là, on envisagera plutôt l'insulinothérapie. Alors pour plus de détails, je vous renvoie vers cet article qui a été publié par le groupe Foie et Diabète il y a quelques temps, qui résume les possibilités de traitement chez les patients cirrhotiques. Et cette figure résume une partie de ce qui est dit dans l'article. Et donc, dans le cadre de la cirrhose Child B, vous voyez que metformine et sulfamide sont proscrits. Inhibiteurs DPP4 sont encore possibles, mais je vous le disais, avec une efficacité quand même très, très minime. L'analogue du GLP1, c'était une possibilité. Là, je ne l'ai pas retenu parce que le patient a perdu 6 kilos en 6 mois. Et du fait des effets digestifs et de baisse d'appétit, à ce stade-là, c'est une molécule pour laquelle on devient assez prudent du fait du risque de dénutrition. Et puis l'insuline, vous le voyez, elle est déjà en orange parce que ce sont des patients chez qui on donne de l'insuline, mais chez qui il va falloir être vigilant du fait du risque d'hypoglycémie qui est accru chez les patients cirrhotiques. Donc voilà, en conclusion, la fréquence du diabète est vraiment très élevée chez les patients atteints de NAFLD, avec ce lien entre les maladies qui est bidirectionnel et avec comme facteur commun l'insulinorésistance. Ce sont des patients chez qui il va falloir prendre en charge le risque cardiovasculaire global, donc évaluer les autres facteurs de risque cardiovasculaire, dépister et traiter le diabète. Il est conseillé de dépister le diabète de façon annuelle chez ces patients-là. Traiter, alors la metformine reste en première intention, mais en deuxième intention, on va plutôt choisir les molécules qui ont fait la preuve de leur efficacité au niveau cardiovasculaire. Ce sont quand même des patients à très haut risque. Évaluer le LDL cholestérol et en définir la cible pour traiter les patients. Et les statines sont vraiment le traitement de première intention. Au stade cirrhose avancée, on n'a guère le choix que de traiter les patients par insulinothérapie, et malgré tout avec une prudence sur le risque d'hypoglycémie. Et j'espère que tout ça vous illustre la nécessité de collaborer avec les diabétologues pour pouvoir suivre ces patients. Voilà, je vous remercie. Et puis je fais un petit clin d'œil au groupe Foie et Diabète qui se réunit 2 fois par an pour pouvoir discuter des projets en lien avec cette thématique. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions pour un sujet qui nous concerne en général assez souvent? Alors, en attendant les questions, en gros, comme vous le savez, on n'a pas tous la chance d'avoir des diabétologues à l'hôpital ou même des correspondants en ville. Et les patients n'ont pas forcément un médecin généraliste, où on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde avec le médecin généraliste. Vous pensez que finalement, vous nous encouragez à le faire spontanément, toutes ces mises sous statine, etc. Ou quand même? Parce que pour le diabète, je n'irai pas jusqu'au anti-GLP1, mais globalement, où s'arrête notre rôle de prescripteur? Je pense que vous avez raison, ça dépend du réseau qui est autour du patient et de l'implication des autres médecins généralistes ou s'il y a un réseau. Mais s'il n'y en a pas, je pense que pour la partie lipide, vraiment, enfin voilà, et puis tout va vers baisser le LDL cholestérol. Donc vous avez vu, tout patient diabétique est censé être en dessous d'1 gramme par litre. Donc c'est vrai que ça fait encore une molécule en plus, etc. Mais il y a le lien, enfin le bénéfice est clairement établi et je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'hésitation sur le traitement des dyslipidémies.
Pour ce qui est du diabète, toujours la même complication, soit il y a un réseau autour et adressé au bon moment, je pense que c'est pas mal, mais il y a quand même certains spécialistes qui se lancent un peu dans les traitements. L'analogue du récepteur du GLP-1, il y a très peu de contre-indications au final. Après, la précaution, quand même, on est une spécialité d'éducation thérapeutique. Et les molécules seules suffisent pas. Hein. Enfin, on le voit même nous au quotidien. Juste prescrire une molécule chez un patient diabétique ne va pas suffire à améliorer son hémoglobine glyquée. Donc je pense qu'il reste ce lien-là de nutrition, activité physique. Et ça demande un peu de temps et d'organisation. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire ça en plus de tout ce que vous avez à faire dans votre consultation. Et c'est ça, il faut essayer de trouver des collaborations avec le réseau. Et en termes de prescription, finalement, le gastro ou l'hépato standard peut prescrire un analogue GLP-1 ou est-ce que c'est réservé aux endocrinodiabétos ? Ce n'est plus réservé qu'aux endocrinodiabétos et maintenant les médecins peuvent prescrire des analogues du récepteur du GLP-1. Les précautions, c'est vraiment, je vous le disais, c'est ce risque de dénutrition et finalement ça concerne les patients au stade les plus avancés où là il faut être assez prudent parce que c'est quand même une molécule qui peut avoir des effets sur le poids assez efficace et puis parfois pas adapté pour certains patients. Quand on fait perdre 10 kilos à un patient qui est déjà en dénutrition, c'est pas forcément une bonne idée. Mais une fois qu'on fait attention à ça et qu'on explique bien aux patients le mécanisme, chez la plupart des patients, je pense que ça se passe plutôt bien. Et il y a certains médecins généralistes qui s'y mettent, pas beaucoup encore, hein, mais on essaye de travailler là-dessus pour... L'idée, c'est d'intensifier et de ne pas laisser les patients avec des hémoglobines glyquées au-dessus des objectifs trop longtemps, parce que là, on voit trop souvent des patients avec des 9% depuis des années sans modification thérapeutique. Et c'est ça qu'on essaye de faire avancer. Finalement, j'ai vu dans vos anti-GLP-1, vous aviez le choix. Qu'est-ce qui vous motive plus pour une injection par jour et une injection par semaine ? Parce que spontanément, on aurait tendance à proposer une fois par semaine. Mais en termes d'effets indésirables, il y a une différence entre les deux les molécules ? Par exemple, si on ne tolère pas une première molécule, est-ce qu'on peut essayer une deuxième ? On essaye des fois de faire des rotations quand c'est pas toléré. L'avantage de la forme hebdomadaire, elle est majeure. Hein, clairement, en termes d'observance, c'est ce qu'on prescrit le plus. Après, il y a certains patients qui, sur le format hebdomadaire, sont moins à l'aise parce qu'ils vous disent « je suis sûr de ne pas y penser justement », alors que si c'est tous les jours, ça va rentrer dans mes habitudes.